Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Le Maroc dénonce les manœuvres de l'Afrique du Sud sur la question du Sahara marocain. Condamnation exprimée par l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU. Et pendant que les ennemis de l'intégrité territoriale du royaume avancent des allégations mensongères, le texte de proclamation présidentielle américaine reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara vient d'être distribué aux 193 États membres des Nations Unies en tant que document officiel du Conseil de sécurité. Téléjeux, applications mobiles sur smartphone et tablettes, le tout numérique a chamboulé la vie de nos enfants. Une attitude qui s'est amplifiée pendant la période du confinement. Une addiction qui tire la sonnette d'alarme sur les risques que cela représente pour les yeux. Et puis en fin de journal, une balade dans un quartier mythique de Casablanca, celui de Nasl Riwen, des talentueux Mostafa Chadli et Abdelhak Achir, celui du TAS. Nous vous plongerons dans la glorieuse histoire de Hay Mohammadi, une pépinière de talent qui respire l'authenticité. Bonsoir. Le Maroc dénonce les manœuvres de l'Afrique du Sud sur la question du Sahara marocain. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, l'a exprimé hier, mardi, dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU et aux présidents et membres du Conseil de sécurité. Omar Hilal regrette que l'Afrique du Sud instrumentalise l'Union africaine et dévoie ses décisions et ses déclarations au profit de son agenda. Agenda que les réalités historiques, politiques et juridiques également de la marocanité du Sahara contredisent de manière flagrante. Les développements tout de suite avec Nisril Hamdaoui. La lettre adressée par l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU à l'ONU fait suite à la correspondance envoyée le 29 décembre dernier par l'ambassadeur représentant permanent de l'Afrique du Sud au secrétaire général de l'ONU. Le courrier de l'Afrique du Sud souligne l'ambassadeur marocain dévoie les décisions du sommet extraordinaire de l'Union africaine. Omar Hilal explique, et je cite, « La missive sud-africaine suggère fallacieusement que le sommet extraordinaire de l'Union africaine, placé sous le thème « Faire taire les armes », a été consacré exclusivement à la question du Sahara marocain. La réalité est totalement différente. La démarche sud-africaine de singulariser la question du Sahara marocain révèle une double tentative au niveau procédural et substantiel. Elle vise, affirme-t-il, à induire en erreur le secrétaire général de l'ONU et le Conseil de sécurité. Ainsi, sur le plan procédural, le diplomate marocain précise que la décision et la déclaration du 14e sommet extraordinaire de l'Union africaine se composent de 57 paragraphes. Or, la question du Sahara marocain n'est abordée que dans un seul et unique paragraphe, ajoutant que le langage du paragraphe sur la question du Sahara marocain est de nature déclaratoire et nullement opérationnelle. Au niveau substantiel, l'ambassadeur Hilal précise que l'Afrique du Sud a sciemment passé sous silence les menaces et conflits qui handicapent le développement du continent africain, ainsi que les politiques audacieuses et les avancées économiques et structurantes telles la zone de libre-échange continentale africaine, pourtant discutée durant le sommet extraordinaire et figurant dans sa décision et sa déclaration. L'ambassadeur du Maroc déclare que l'objectif non avoué de l'Afrique du Sud est d'orienter l'attention du secrétaire général et du Conseil de sécurité sur une question parmi la quarantaine de sujets soulevés durant ce sommet, et ce, aux dépens des grandes préoccupations, des attentes et des espérances du continent. Et parlons à présent du texte de la proclamation émise par le président américain Donald Trump et reconnaissant la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. Le texte a été distribué aux 193 États membres des Nations Unies et cela en tant que document officiel du Conseil de sécurité. Et cela a été fait dans les 6 langues officielles de l'ONU. Tout de suite, les développements en compagnie de Boubkar Ben Ghabret. Dans cette lettre adressée au président du Conseil de sécurité, dont copie avait été aussi envoyée au secrétaire général de l'ONU, l'ambassadrice représentante permanente des États-Unis auprès des Nations Unies, Kelly Craft, précise que le 10 décembre 2020, par cette proclamation, le président Donald Trump a reconnu que l'intégralité du territoire du Sahara fait partie du Royaume du Maroc.
En tant que document officiel du Conseil de sécurité distribué dans les 6 langues officielles de l'ONU, la proclamation américaine affirme que la proposition marocaine d'autonomie est le seul fondement d'une solution juste et durable aux différends portant sur le territoire du Sahara. La proclamation réaffirme le soutien des États-Unis et, je cite, « la proposition d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable aux différends sur le territoire du Sahara. » Les États-Unis estiment qu'un État sahraoui indépendant n'est pas une option réaliste pour résoudre le conflit et qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution possible. Nous exhortons les parties à engager des discussions sans délai en utilisant le plan d'autonomie du Maroc comme seul cadre pour négocier une solution mutuellement acceptable, souligne encore la proclamation américaine. Pour faciliter la réalisation de cet objectif, les États-Unis encourageront le développement économique et social avec le Maroc, notamment sur le territoire du Sahara, et, à cette fin, ouvriront un consulat d'Arla afin de promouvoir les perspectives économiques et commerciales pour la région. Et direction Washington où M. Joe Biden a été investi aujourd'hui 46e président des États-Unis après avoir prêté serment lors d'une cérémonie d'investiture particulière avec un public limité. Le président Joe Biden, 78 ans, a prêté serment devant le juge de la Cour suprême John Roberts quelques minutes après que sa colistière Kamala Harris a également prêté serment comme 49e vice-présidente des États-Unis. Elle devient ainsi la première femme afro-américaine à accéder à ce poste stratégique. Parmi l'assistance figurent notamment les anciens présidents Barack Obama, George Walter Bush et Bill Clinton. Un militaire marocain appartenant au contingent des forces armées royales de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en Centrafrique, a été tué lundi en début de semaine. C'était lors d'une attaque armée contre son convoi par des éléments de groupes armés à Bangassou, dans le sud de la République centrafricaine. La MINUSCA a condamné avec fermeté cette attaque qui a fait également un mort parmi les casques bleus gabonais. La mission onusienne a par ailleurs attribué cette attaque lâche à des combattants du groupe rebelle Unité pour la paix en Centrafrique, groupe qui contrôle les régions du sud du pays. Et Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a reçu aujourd'hui au Palais Royal de Fès le ministre émirati des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Altesse Cheikh Abdullah Ben Zayed Al Nahyan, porteur d'un message du prince héritier d'Abu Dhabi, commandant suprême adjoint des forces armées de l'État des Émirats arabes unis. Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Lors de cette audience, les entretiens ont porté sur l'évolution des relations bilatérales dans différents domaines. Cette audience s'est déroulée en présence du côté marocain du conseiller de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Monsieur Fouad Ali El-Himma, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, et du côté émirati, du directeur du bureau de son Altesse Cheikh Abdullah Ben Zayed Al Nahyan, M. Mohamed Mahmoud Al Khaja. Et revenons sur l'attaque qui a coûté la vie aux militaires marocains. Et justement, cette attaque, toujours en liaison avec cette attaque, sachez que l'ONU et les membres du Conseil de sécurité condamnent le meurtre de 2 casques bleus de la MINUSCA, dont on parlait tout à l'heure, dont le militaire marocain. L'organisation onusienne et les membres du Conseil de sécurité qualifient l'attaque de lâche, rendent un vibrant hommage aux casques bleus disparus et présentent leurs condoléances émues aux familles endeuillées, aux contingents gabonais et marocains, ainsi qu'à leur gouvernement.
Et tout de suite, le bilan lié au Covid-19 pendant ces dernières 24 heures, 1152 nouveaux cas confirmés sur un total d'un peu plus de 15 514 tests réalisés, 1329 nouvelles rémissions depuis hier 18 heures et 32 décès. Le nombre des cas actifs s'élève à 16 544 et quant à celui des cas sévères ou critiques, eh bien, il est de 865, dont 65 personnes qui sont placées sous intubation. Un enfant devrait plutôt jouer avec ses amis, laisser libre cours à sa créativité, courir pourquoi pas dans la nature. Sauf que voilà, à l'ère du tout connecté, beaucoup passent le plus clair de leur temps devant les écrans, malheureusement, au point de développer une certaine dépendance. Un vrai casse-tête pour les parents qui savent pertinemment que cela n'est pas sans conséquence sur leur santé, la santé de leurs enfants, surtout lorsqu'il est question de facultés oculaires. Zoom tout de suite sur cette dangereuse et bien silencieuse addiction avec ce reportage donné d'Al-Bouhmala sur un commentaire de Mounia Marouche. Tablette, smartphone ou laptop, les écrans ont envahi la vie de nos enfants. Un comportement qui s'est accentué depuis la période du confinement et qui n'est pas sans risque sur leur santé oculaire. Plusieurs familles ont décidé donc de leur faire un petit contrôle chez un ophtalmologue. Mon fils est très accro aux écrans. Il passe la majorité du temps à jouer sur la tablette. Parfois, il révise ses leçons à la va-vite pour replonger dans le virtuel avec son objet fétiche. Cette surexposition aux écrans lui a engendré plusieurs problèmes de vue. J'aime jouer avec la tablette, c'est chouette, mais je le fais quand je termine mes exercices scolaires. Durant la période du confinement, nous avons reçu plusieurs enfants dans notre cabinet. Certains viennent pour changer de lunettes de vue, car leur acuité visuelle a encore baissé. D'autres ont constaté qu'ils ont commencé à avoir des troubles de vue. Des troubles qui sont majoritairement liés à la surexposition aux écrans. L'exposition prolongée aux écrans peut être source d'inconfort, voire de douleur au plan visuel. La plupart d'entre nous en avons la malheureuse expérience. Mais quels sont les risques réels pour les yeux des enfants ? L'explication de هادشي كتجي من تأثير الأشعة الزرقاء على العين. الأشعة الزرقاء هو واحد. S'exposer à la lumière bleue peut s'avérer dangereux pour les yeux, notamment ceux des enfants qui ne peuvent pas filtrer complètement la lumière bleue. Celle-ci peut engendrer des pathologies oculaires graves comme la baisse d'acuité visuelle, le développement de la myopie ou la sécheresse oculaire. ديال العين مثلا صغيرة كتنمو وفي هاد الحالات كتقدر تكون بعض المرات الميوبي. Pour protéger la vue de vos bambins, éloignez-les des écrans ou réduisez au maximum le temps d'exposition. Pour un enfant de 6 ans, il ne doit pas dépasser 1 heure devant les écrans et pas plus de 2 heures pour un enfant de 12 ans. Et oui, des conseils à ne surtout pas négliger car il y va de la santé de vos petits bouts de chou. La problématique des maisons menaçant ruine refait surface à Casablanca avec cette fois-ci la consolidation des efforts pour y mettre fin. Le quartier d'Erb Moulay Cherif vit au rythme de l'accélération des opérations de recensement des habitants concernés. Ces derniers aspirent bien sûr à être relogés dans les plus brefs délais et cela pour éviter tout drame éventuel. Le reportage est signé Mohamed Laroui sur un récit de Zakaria Mouakhenbillah. L'ambiance est lourde à Derb Moulay Cherif. Entre habitants, on ne parle que des suites de la décision prise par les autorités, les sommant de quitter leur domicile menaçant ruine. Une décision prise suite à l'effondrement de plusieurs maisons, sous l'effet des intempéries. Pour l'instant, l'heure est au recensement des personnes concernées par le relogement. Nous avons exécuté les ordres des autorités, nous exhortant à quitter nos domiciles. Nous n'avons emporté que le strict nécessaire. Aujourd'hui, à peine, nous avons quitté nos demeures, que certaines parties de nos habitations ont commencé à céder. Des poutres et des barres de fer tombent dans la rue. Ce problème ne se pose pas uniquement au niveau de certaines maisons. Tout le quartier est menacé. Les habitants commencent donc à déserter les lieux, laissant derrière eux des habitations vétustes. D'autres sont toujours dans l'expectative d'un relogement. Ils attendent une éventuelle indemnisation.
عطاونا باش نديروا طلب درنا الطلب وعندنا اخلاء. On nous a demandé de faire une demande pour bénéficier de l'indemnisation, ce que nous avons accompli. Nous l'avons envoyé avec la décision de quitter le domicile, ainsi que tous les documents requis aux services communaux concernés. Pour l'instant, les autorités recensent les habitants. Ils se sont contentés de nous signifier l'impératif de quitter nos domiciles. En l'absence de moyens pour louer ou trouver un logement ailleurs, nous avons besoin au moins de documents attestant la démolition et l'indemnisation. من بينهم وثيقه الهدم ووثيقه الاستفاده. اول حاجه جاو عندنايا قالوا لنا خصكم تخرجوا من هذا المحل، هذا المحل اللي نخرجوا منه حنايا. Des responsables nous ont indiqué que le problème du relogement sera résolu dans 2 mois. Mais en attendant, où est-ce qu'on va pouvoir aller? Qu'adviendra-t-il de nos enfants qui vont quotidiennement à l'école? Cela fait 10 jours que nous sommes dans la rue sous la pluie et le mauvais temps. Si on nous demande de quitter nos domiciles, nous avons besoin de solutions. Les services de l'arrondissement de Hay Mohammadi suivent de près la situation à Derb Moulay Sherif. Depuis plus d'une semaine, les responsables planchent sur les solutions adéquates à appliquer et les garanties à donner aux habitants. دوك البنايات الآيلة للسقوط بالنسبة للسلطة هي اللي كدير عملية الإحصاء ديال المعنيين بالأمر يعني الساكنين. Les autorités se chargent du recensement de la population des maisons qui risquent de s'effondrer. Comme vous le savez, il y a un programme national pour le relogement des habitants des maisons menacées en ruine. Cela concerne aussi bien les locataires qui peuvent bénéficier de l'aide de l'État pour bénéficier d'un logement social en s'acquittant d'une contribution financière. Ce programme s'apparente à celui de relogement des habitants de bidonvilles. تقريبا بحال داك البرنامج اللي كاين في دور ديال الصفيح. Ces ruines de maisons effondrées suite aux récentes précipitations regorgent des souvenirs des années passées. Le charme et l'authenticité de Derb Moulay Sherif se perdent dans les méandres de ce tragique événement. Quelle suite sera donnée à ces habitations? Une affaire à suivre. Et en attendant, restons à Casablanca où je vous propose à présent un voyage au cœur d'un quartier mythique, un quartier casablancais. Si je vous parle de Mchaheb, de Nasl Riwen, de Tagada, du boxeur Abdelhaq Acheq ou alors du cinéaste Hassan Zinoun, eh bien vous penserez directement à Hay Mohammadi. C'est Oulidat El Hay comme ils se plaisent à s'appeler en tout cas entre eux, avec un signe et des marques affectueuses les uns les autres. Eh bien ils doivent leur réussite à ce quartier chargé d'histoire, plus qu'un lieu d'habitat, une pépinière de talent avec un incroyable melting pot et une identité bien singulière. Visite guidée tout de suite avec Leila Asli et Oumé Marami pour le commentaire. Ces rythmes et ces visages sont connus de tous. Partout où vous allez, au coin d'une rue, sur les devantures des magasins, une mémoire vivante vous est racontée en images. Des images qui évoquent des sons d'une autre époque. Ceux de Nasl Riwen. Ils font la fierté des natifs de ce quartier, celle des Marocains en général, mais ici, ils sont la mascotte. Bienvenue à Hay Mohammadi, berceau de grands résistants et d'artistes de renom, le Mchaheb, Abdelrahman Yousfi ou encore l'inégalable Mustafa Chadli. Depuis 1953, la maison de jeunesse Dar Shabab de Hay Mohammadi, que je tiens à le préciser, est l'une des plus anciennes du Maroc, forme de grands noms de la scène artistique, sportive et littéraire. Miftah, Roudani et j'en passe. Autant de noms qui font la fierté de notre quartier. Hay Mohammadi a toujours été fier des grands résistants de l'époque coloniale qui en sont issus. C'est d'ailleurs eux qui sont à l'origine du TAS, le Tihad Athletic Sport. En 1947, ce club est créé par les résistants du quartier Hay Mohammadi. À l'origine de la première étincelle de la résistance, Hay Mohammadi sera la première destination officielle du sultan Mohammed V après son retour de l'exil. Une fierté pour tous les natifs du quartier, ou plutôt Oulidat El Hay, comme il préfère être appelé. Dans l'inconscient marocain, quand on parle de fils du Hay, on pense automatiquement à Hay Mohammadi. Et même quand on parle d'architecture, on pense à Hay Mohammadi, car c'est le laboratoire de cet art urbain. Depuis les années 50, il abrite les premières bâtisses
dites de nouvelles constructions. Les bâtiments que vous voyez à ma droite constituent l'emblématique Karyan Jdid. Ils ont été construits en premier lieu pour les ouvriers, une manière de les fidéliser au quartier. L'histoire du temps présent retiendra certainement que sans le Haïl Mohammadi, Casa ne serait certainement pas cette métropole cosmopolite qu'elle est de nos jours. C'est cette chouette balade qui signe le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.